Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré aux suites, plus précisément aux suites à valeur dans R ou C. Alors c'est un chapitre que j'avais déjà fait et que je refais. Donc les suites, c'est quelque chose de très important en mathématiques, en algèbre, en analyse, mais aussi en algèbre. Il y a des suites partout. Alors c'est quoi une suite? On a envie de dire au départ que c'est une liste en fait. Une liste de nombres réels ou complexes ici, par exemple celle des nombres impairs. Là, ça ferait une liste infinie, mais ça peut être une suite finie. Alors nous, on va s'intéresser là qu'aux suites infinies. Alors c'est des suites infinies, mais on va voir qu'elles peuvent prendre un nombre fini de valeurs, bien sûr. Définition, on appelle suite de nombres réels ou complexes toute fonction de n vers R ou C. Donc, si je la note U, cette fonction, la variable appelée indice est notée n, au lieu d'être notée x. X, c'est une variable discrète, c'est-à-dire elle ne fait pas de saut. Par exemple, si x est défini entre 0 et 1, elle prend toutes les valeurs entre 0 et 1. Ce qui n'est pas le cas ici. Nous, on va passer de 0 à 1, à 2, à 3, etc. Un est noté comme ça. La fonction u est appelée une suite, ou encore notée comme ça. La variable, ici, n appartient à grand N, donc on passe de 0 à 1, de 1 à 2, etc. Généralisation, toute fonction définie à partir d'un certain rang. D'accord? Donc on note à ce moment-là comme ça. Alors on peut passer facilement de l'un à l'autre, c'est-à-dire on passe de un défini à partir du rang grand N à Vn défini à partir de 0 en posant Vn égale U grand N plus petit n. Et on passe de Vn à Un en posant U petit n égale V petit n moins grand N. Bon, les suites peuvent être définies comme les fonctions par une formule, par exemple une formule comme ça, une formule comme ça. Ça c'est typiquement une fonction avec de x égale x moins 1 sur x moins 3. Sauf que quand on écrit x moins 1 sur x moins 3, on sous-entend que x peut prendre toutes les valeurs, par exemple à partir de 4 jusqu'à plus infini. Là, ce n'est pas le cas. À partir de 4, on va prendre n égale 4, puis n égale 5, 6, etc. Voilà, donc ici, par exemple, cette suite ne prend que deux valeurs, 1 et moins 1. D'accord? Celle-là, celle-là, elle n'est pas définie pour n égale 3, donc qu'est-ce qu'on fait? On la définit à partir de 4. Je laisse vérifier. Suite définie par une relation de récurrence, ça c'est très courant. Ça ne se fait pas avec les fonctions, mais ça se fait avec les suites. On se donne un premier terme, puis par une méthode qu'on appelle un procédé de récurrence, souvent une formule de récurrence, eh bien, on peut calculer chaque terme à partir du précédent ou bien des précédents, comme je l'ai écrit ici. On calcule par exemple un plus 1. Alors ça permet de calculer, comme on nous donne u grand N, de calculer un plus 1, puis un plus 2, puis un plus 3, etc. Évidemment, c'est long. C'est long, mais ça se programme facilement. Donc, ça peut être assez rapide quand même. Le plus souvent, et puis on peut partir d'une suite donnée par une fonction par une relation de récurrence, et puis trouver une formule générale comme ça. Ça arrive. Le plus souvent, on se donne u grand N et une fonction petit f, définie sur une partie de R ou de C, à valeur dans E, avec un plus 1 est égal à f de un. D'accord? Donc on calcule comme ça, si on commence à grand N, on va avoir u grand N plus 1 qui est égal à f de u grand N. D'accord? Donc le u grand N il appartient à E, et puis le u grand N plus 1 il appartient à E, et on recommence un plus 2 égale f de u n plus 1, etc. Exemple, je me donne u0 est égal à 2, et cette formule un égale 3un moins 1, moins 5. Alors, oui, parce que les formules, alors parfois on les écrit un plus 1 égale 3un moins 5. Après, il suffit de dire qu'on commence à 0 ou qu'on commence à 1. D'accord? Voilà. Donc ici, par exemple, avec u0 égale 2, si je fais n égale 1, u1 égale 3 u0 moins 5. 3 fois 2, 6 moins 5, ça fait 1. Puis ensuite, je vais avoir u2 égale 3 fois u1, c'est-à-dire 3 fois 1, 3 moins 5, ça fait moins 2. Puis ensuite, je vais avoir U3, donc n égale 3, égale 3 fois U2. Alors U2, j'avais trouvé moins 2, ça fait moins 6, moins 5, égale moins 11, etc. etc. Alors, la théorie des ensembles, j'ai fait un chapitre qui explique ça, permet de définir une suite à partir d'un premier terme
et d'une relation de récurrence. Mathématiquement, c'est correct. On a le droit de faire ça. L'ensemble des suites UN, suites numériques à valeur dans K égale ROC, est noté comme ça. On le munit des opérations, addition et multiplication. D'accord ? La suite unité pour l'addition, c'est la suite où tous les termes sont nuls. Pour la multiplication, c'est la suite où tous les termes sont égaux à 1. K puissance n avec son addition est un groupe commutatif d'éléments neutres 0 et symétrique de U égale UN, c'est la suite des termes opposés. K puissance n plus multiplié est un nano commutatif unitaire qui n'est pas intègre. Démonstration, groupe commutatif d'abord. Alors, l'élément unité est évident. L'addition est commutative. Associativité, le terme général c'est UN plus VN, W. Ça provient de l'associativité dans K égale ROC. D'accord ? Et puis pour le symétrique, on a facilement ça, et aussi dans l'autre sens, moins UN, puisque c'est commutatif, je ne le fais pas. Anneau. Eh bien, un U égale un UN égale UN égale U. U, VW, bon, on a distrait l'associativité. Elle provient de l'associativité de la multiplication, d'accord. La distributivité, pareil. D'accord. Donc UV facteur de V plus W. Comme c'est commutatif en plus, l'autre est automatiquement vérifié. Il n'est pas intègre cet anneau parce que si je prends cette suite d'alternance de 1 et de 0, que je la multiplie par l'autre suite, elle aussi d'alternance de 0, ben on voit bien que quand on multiplie UN et VN, à chaque fois ça fait 1 fois 0 ou 0 fois 1 ça fait 0. Donc UV égale 0, mais ni U ni V ne sont nuls. K puissance n est un K espace vectoriel pour cette opération externe. Bon, bah, c'est facile à vérifier. 1 U égale U, déjà fait. Lambda, non, ça n'a pas été fait, mais bon, c'est évident. C'est-à-dire que 1 UN est égal à UN. Voilà. Non, c'est vrai que ça n'avait pas été fait. Lambda mu, c'est la suite formée des lambda mu UN. Donc ça fait lambda mu UN, donc ça fait lambda mu U. Lambda, bon je peux faire celui-là, lambda U plus V, c'est la suite des lambda UN plus VN, donc lambda E, UN plus lambda VN, donc ça fait lambda U plus lambda V. Lambda plus mu U, ça fait lambda plus mu UN, ça fait lambda UN plus mu UN, le terme général, donc ça fait ça. Et c'est terminé. On a déjà vu dans 2 autres chapitres que R puissance n est équipotent à R. Comme C est équipotent à R2, que R2 est équipotent à R, on déduit que C est équipotent à R, et donc que C puissance n est équipotent à R puissance n, donc à R. Donc si K égale R ou C, K puissance n est équipotent à R. On sait que tout espace vectoriel admet une base algébrique, c'est une conséquence de Zorn. K puissance n admet donc une base algébrique B. Alors ça veut dire que tout U appartenant à K puissance n est une combinaison linéaire finie des EI, et que toute combinaison linéaire finie non nulle des EI implique que tous les coefficients sont nuls. On va démontrer que B est équipotent à R, on dira que K puissance n est de dimension infinie non dénombrable. Démonstration. Pour tout A appartenant à K étoile, on a UA la suite des A puissance n. Montrons que la famille UA, A appartenant à K étoile, est libre. On suppose qu'on a une combinaison linéaire finie nulle, donc ça nous donne ça, quel que soit n appartenant à n. C'est une infinité d'équations, ça. Mais on va se restreindre à Q équation en prenant n égale 0, 1. Alors n égale 0, bah, ça me fait ça. N égale 1, bah, ça me fait ça. Et je vais jusqu'à n égale Q moins 1, et ça me fait ça. Et là, je reconnais, donc c'est un système de Q équation avec Q inconnu, avec un déterminant de Van der Waals. Et dont comme tous les AI sont 2 à 2 distincts, il est non nul. Donc tous les lambda I sont nuls. Et donc UA est libre. Puisque ça marche pour toute combinaison linéaire finie nulle. Donc ça veut dire qu'on a une famille libre. Donc ça veut dire que la base
va être de puissance supérieure ou égale à la puissance de cette famille. C'est quoi la puissance de cette famille? C'est K étoile. Donc B est supérieur ou égal, c'est comme ça qu'on a puissance de B. Et donc ça fait B supérieur ou égal à R, parce que la puissance de K étoile, c'est la même que celle de K, et donc on enlève juste un point sur un espace infini. Et donc c'est équipotent à R. K puissance n est équipotent à R, et B est inclus dans K puissance n. Donc la puissance de B elle est inférieure ou égale à celle de R. Et elle est supérieure ou égale à celle de R. On sait alors, on se dit Bernstein, ça, que B a la puissance de R. Et donc c'est terminé. Sens de variation d'une suite. On a une suite UN. On dit qu'elle est croissante, respectivement strictement croissante, si UN plus 1 est supérieur ou égal à UN, respectivement supérieur à UN, quel que soit n appartenant à n. Et elle est décroissante, respectivement strictement décroissante, si UN plus 1 est inférieur ou égal à UN, respectivement UN plus 1 inférieur à UN, quel que soit n. On dit que la suite U est monotone si elle est croissante ou décroissante. Exemple avec cette suite qui est strictement décroissante, parce qu'évidemment 0 est inférieur à n plus 1 est inférieur à n plus 2, donc quand on passe à l'inverse, on a ça, donc UN plus 1 inférieur à UN. Si f est une fonction de R plus vers R, et que la suite U est définie par UN égale f de n, alors si f est croissante, respectivement strictement croissante, U est croissante, respectivement strictement croissante, et si f est décroissante, respectivement strictement décroissante, alors U est décroissante, respectivement strictement décroissante. Démonstration évidente, si f est croissante, alors on a ça, on peut même dire ça d'ailleurs, ce qui implique que f de n est inférieur ou égal à f de n plus 1, si elle est croissante seulement. Si elle est strictement croissante, on mettra inférieur, et donc on aura ça, et si elle est strictement croissante, la fonction f, on aura inférieur à n plus 1, quel que soit n. Donc voilà. Donc autre cas, idem, c'est-à-dire pour décroissant. On remarque qu'une fonction f peut vérifier de R vers R, peut vérifier f de x plus 1 supérieur à f de x, quel que soit x appartenant à R, donc y compris quand x est positif, et ne pas être croissant, par exemple avec cette fonction. Cette fonction-là, f de x plus 1, c'est facile de vérifier que ça fait ça, plus ça, donc ça fait f de x plus 1,5, donc c'est supérieur à f de x, elle est strictement croissante, quel que soit x, non, pardon, elle vérifie ça, quel que soit x appartenant à R, mais justement elle n'est pas croissante, parce que la dérivée est égale à ça, et la dérivée peut être négative, il suffit d'avoir le cosinus inférieur ou égal à moins un quart. Alors ça arrive quand? Si j'appelle alpha est égal à arc cosinus de 1 sur pi sur 4, c'est un truc petit ça, je vois que le cosinus il est inférieur ou égal à moins 1 sur 4 pi, si on est entre pi moins alpha et pi plus alpha modulo de pi. Donc ça équivaut à dire ça. Donc f n'est pas croissante, ça se voit bien, quand on demande à un logiciel de nous faire le dessin, c'est un truc comme ça. D'accord. On remarque que si les UN sont positifs, quel que soit n, alors U strictement croissant, ou strictement décroissant, ça équivaut à dire ça, respectivement ça, et pareil pour décroissant. Donc ça c'est évident, parce que dire ça c'est équivalent. C'est équivalent quand les UN sont positifs, à dire que UN plus 1 sur UN est supérieur ou égal à 1. Ouais. Pour étudier les variations, on étudie, il y a 3 méthodes en gros, mais il y en a plus en fait. UN plus 1 moins UN, et si les UN sont positifs, et que c'est intéressant de faire la division, ça arrive souvent notamment avec les UN où il y a des puissances. On peut étudier le signe de ça, donc ou le signe de ça, ou directement, si on connaît si UN est égal à f de n, les variations de f. Par exemple, avec celle-là, on peut faire de 2 méthodes. UN plus 1 moins UN, je vous laisse vérifier le calcul, ça fait 17 sur ça, qui est positif, donc elle est strictement croissante. Mais on peut dire aussi que c'est f de n, où f est cette fonction-là, je calcule sa dérivée qui est positive, donc f est strictement croissante, donc u aussi.
une propriété qui concerne les variations. On a deux suites de R, donc la valeur dans R, de R puissance n, lambda appartenant à R. Petit 1, si U et V sont croissantes, alors U plus V est croissant. Si U et V sont décroissantes, U plus V est décroissant. Si U est croissante, lambda positif, lambda U est croissante. Si U est croissante, lambda négatif, lambda U est décroissante. Si U est décroissante, lambda positif, lambda U est décroissante. Si U est décroissante, lambda négatif, lambda U est croissante. Si les termes sont tous positifs, que U et V sont croissants, alors UV est croissant. Si les termes sont tous positifs et que U et V sont décroissantes, alors U et V et UV est décroissante. Si les UN sont tous positifs et que U est croissante, alors A sur U est décroissant. Si les UN sont positifs et que U est décroissante, alors A sur U est croissant. Bon, les démonstrations sont toutes faciles. Hein. On prend le terme en n plus 1, moins le terme en n. Donc ici, ça fait ça. Les deux sont positifs, donc U plus V est croissante. Idem pour le petit 2. Pour lambda U, ben, ça fait ça, hein, positif, car lambda est positif, et ça c'est positif. Quel que soit n, donc lambda U est croissant. Et puis là, par contre, ça, c'est bien négatif, parce que lambda est négatif, et que les autres sont positifs. Donc lambda U est décroissant. La petite 5, c'est celle qui... Alors lambda U toujours. On peut, puisque 5, on peut le faire en disant que si U est décroissante, moins U est croissant. Donc comme lambda est positif, lambda moins U est croissant. Donc moins lambda U est croissante et donc lambda U est décroissant. On fait l'autre pareil. Petit 7, alors on va dire qu'on prend le terme en n plus 1 moins le terme en n. Donc c'est égal à ça. Et donc ça c'est égal à, je fais intervenir UN. Hein. Comme j'ai moins UN Vn plus 1, je rajoute plus UN Vn plus 1, moins UN Vn. Et donc ça fait ça. Alors là-dedans, ça c'est positif parce que U est croissant, ça c'est positif, positif, et V est croissant, donc c'est tout positif, donc UV est croissant. Et dans le 8, par contre, alors les deux sont décroissantes. Donc quand je fais la même chose, là c'est négatif, ça c'est positif, ça c'est négatif, ça c'est positif, donc c'est négatif, donc UV est décroissant. Petit 9, c'est l'inverse, 1 sur UN plus 1 moins 1 sur UN. Ça fait UN moins UN plus 1, c'est-à-dire l'opposé du UN plus 1 moins UN sur ça. Ça, c'est positif. Ça aussi, c'est positif, donc c'est négatif. Quel que soit n, donc A sur U est décroissant, pardon. Voilà comment une faute est vite faite. Hein. 1 sur U est décroissant puisque c'est négatif. Et le petit 10, eh bien, on fait exactement la même chose. Mais là, évidemment, comme ça, c'est négatif, avec le moins, c'est positif. D'accord? Voilà. Et donc ça, c'est quel que soit n. Donc comme c'est positif, 1 sur U est croissant. Autre exemple, avec cette suite, là, les termes sont positifs. On fait, comme il y a des puissances UN plus 1 sur UN, c'est 2 tiers, c'est inférieur à 1. La suite est strictement décroissante, suite arithmétique. Eh bien, on dit qu'une suite est arithmétique s'il existe un nombre R, alors là j'ai pris K égale R ou C, tel que UN plus 1 est égal à UN plus R, quel que soit N appartenant à N, pour N supérieur ou égal à N, on ne démarre pas forcément à N égale 0. R est appelé la raison de la suite. U est arithmétique si et seulement s'il existe A, B, tel que UN égale AN plus B, quel que soit N supérieur ou égal à N. A est la raison. Démonstration, dans ce sens, on a ça, donc on devine une relation de récurrence. On étudie UN plus 1 égale UN plus R. On obtient ça, c'est vrai à l'ordre N plus 1. D'après le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Et c'est bien de la forme annoncée, c'est-à-dire AR plus B. Réciproquement, il suffit de calculer UN plus A, ça fait AN plus B plus A, ça fait UN plus A. Donc c'est bien, quel que soit N. Donc c'est une suite arithmétique de raison A. Variation, UN plus 1 moins UN est égal à R, donc c'est strictement croissant si R est positif, strictement décroissant si R est négatif, constante si R égale 0. Là on a pris K égale R. Exemple, une suite arithmétique de raison 1. Alors là ce qui est intéressant c'est
c'est de faire la somme des n plus 1 premiers entiers naturels, c'est-à-dire des n premiers entiers naturellement nuls, et on trouve ça. Alors on peut le faire par récurrence, on suppose, et puis, d'accord, je vous laisse vérifier, c'est évident. Ou bien par la méthode de Carl Friedrich Gauss, qui avait, je sais plus, l'histoire dit qu'il avait pas 10 ans, je crois, et qu'il s'ennuyait à l'école, son professeur lui a donné à calculer la somme des 100 premiers nombres entiers, et puis il a donné tout de suite la réponse parce qu'il a vu qu'on pouvait ranger les nombres de cette façon-là, en ordre croissant puis en ordre décroissant, qu'à chaque fois on avait des paquets dont la somme valait toujours n. D'accord? Donc ici, par exemple, on a n plus 1, parce qu'on commence à 0, paquet de n, et donc quand on fait deux fois la somme, ça nous donne Sn égale n plus 1 sur 2. Démonstration, si on a une suite arithmétique de raison R, alors la somme de P à N pour P inférieur ou égal à N est égale à UP plus UN multiplié par N moins P plus 1 sur 2. Il faut bien voir que N moins P plus 1 sur 2, c'est le nombre de termes qu'il y a entre UP, parce qu'on démarre à P, et on finit à N. D'accord? Bon, bah, il suffit de dire que chaque UK est un U0 plus KR, donc la somme des UK, comme il y a N moins P plus 1 terme, on a n moins p plus 1 fois u0, et puis là on va avoir la somme des rk pour k allant de p à n, donc on peut dire que c'est la somme de 0 à n moins la somme de 0 à p moins 1, et donc ça nous fait ça. D'accord? Alors, en mettant au même dénominateur, on s'intéresse à ça, alors on développe, on va poser q égale n moins p plus 1, si bien que n est égal à q plus p moins 1, et puis en développant, on voit facilement que ça donne un résultat très simple, et que ça fait n moins p plus 1 facteur de n plus p. Donc la somme va être égale, je mets n moins p plus 1 en facteur, il est facteur de u0, et puis il va être facteur de Rn plus p sur 2. D'accord? Et là je constate que up plus un c'est u0 plus pr plus u0 plus nr égale 2, u0 plus P plus NR. Alors ça c'est ce que je fais quand je mets au même dénominateur, ça fait bien 2U0 plus NR plus PR. Donc en fait ce que j'obtiens c'est bien ça, d'où le résultat. Exercice UN, une suite arithmétique, vérifiant U13 égale 725, U50 égale 6349. On demande de calculer U30 et la somme de 30 à 50 des UK. U13 est égal à ça, U50 est égal à ça. D'où on déduit facilement que R vaut 152, que U30 est égal à U0 plus 30R. Donc U0, ben, c'est U13 moins 13R, plus 30R, donc ça fait U13 plus 17R, on pouvait le dire directement. Donc on trouve ça. Et puis quant à la somme, on applique la formule. Il y a 21 termes entre les deux. Et on trouve 101 409. Suite géométrique. Une suite est géométrique s'il existe Q. Alors moi je ne prends pas Q égale 0. Hein, parce que ça ne sert à rien. Donc UN plus 1 est égal à UN fois Q. On ne voit jamais Q égale 0. Donc Q est la raison de la suite géométrique. U est géométrique si et seulement s'il existe un B appartenant à K fois croix K étoile, tel que UN égale A fois B puissance N, quel que soit N supérieur ou égal à N. B est la raison. Démonstration, dans ce sens-là, on sait que la suite est géométrique, donc on a ça, supposons qu'on ait ça, alors UN plus 1 qui est égal à ça, et on voit que ça marche, donc c'est vrai, alors N plus 1, théorème de récurrence, c'est toujours vrai, et ça, c'est bien, ça peut s'écrire UN divisé par Q, en prenant B égale Q par B à la puissance N, c'est-à-dire par Q à la puissance N et multiplié par Q à la puissance petite n. Donc on prend B égale Q, A est égal à ça. Et on a bien à ce moment-là cette formule. Réciproquement, c'est encore plus simple, puisqu'on voit que UN plus 1 est égal à UN fois B, quel que soit n. Variation, on prend une suite géométrique de raison Q, donc UN égale U0 fois Q puissance n. Si U0 égale 0, tous les UN valent 0, suite constante. Sinon, si Q est négatif, U n'est pas monotone parce que Q va être, on va prendre la valeur absolue que j'appelle alpha de Q,
Et donc, un va être égal à moins 1 puissance n, va être égal à moins alpha, c'est alpha ici, moins alpha à la puissance n u0. Et donc, on voit que si u0, si u0 est positif, eh bien, je vais avoir U1 qui va être négatif, et puis je vais avoir U2 qui va être positif. D'accord? Donc, j'ai U1 qui va être inférieur à U0, et puis U2 qui va être supérieur à U0. Donc, on voit bien qu'elle n'est pas monotone, et idem, d'accord? Idem, je ne l'ai pas fait, si U0 est négatif. Idem, sauf qu'à ce moment-là, c'est remplacé, c'est-à-dire que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on aura U0 négatif, U1 positif et U2 négatif. Alors, si Q est supérieur à 0, donc si Q est supérieur à 0, et bien si U0 est supérieur à 0, puisque UN est égal à U0 Q puissance n, ça sera toujours positif, et UN plus 1 sur UN sera égal à Q. Donc, je vois que c'est constant si Q est égal à 1, strictement croissant si Q est supérieur à 1, et strictement décroissant si Q est entre 0 et 1. Maintenant, si U0 est négatif, alors Vn va être, je pose Vn égale l'opposé de Un, donc Un va être l'opposé de Vn. Alors ça va être une suite géométrique de raison Q, et avec un premier terme V0 qui sera négatif, qui sera positif, puisque c'est l'opposé de U0. D'accord? Donc U égale constante, équivaut à V égale constante, équivaut à Q égale 1. U est strictement croissant, ça équivaut à V strictement décroissant, c'est-à-dire plus supérieur à 1. Et U strictement décroissant, ça équivaut à V strictement croissant, c'est-à-dire Q entre 0 et 1. Exemple, UN égale 50 fois 2 puissance 3n divisé par 5 puissance 2n, que je peux écrire 50 multiplié par 2 fois 2, 4 fois 2, 8 à la puissance n divisé par 5 au carré, 25 à la puissance n. Je vois que la raison est inférieure à 1, donc c'est strictement décroissant. Si je prends Vn est égal à ça, je peux l'écrire moins 13 fois 6 puissance 5 sur 4 puissance moins 2. Ce truc-là, c'est négatif. Et là, je vais avoir 6 quarts à la puissance n, c'est-à-dire 3000 puissance n. Ça, c'est supérieur à 1. Mais comme le premier terme est négatif, V va être strictement décroissante. Notion de progression géométrique, toute suite de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc ABC est en progression géométrique, si et seulement si. La raison, ça va être B sur A, va être égal à la raison, c'est-à-dire C sur B, c'est-à-dire B au carré égale C. Exemple ici avec Q égale 21. Progression arithmétique, même chose avec une suite arithmétique. Donc là, ça équivaut à B égale A plus C sur D. Exemple, ça avec R égale 7. Moyenne arithmétique géométrique, si A et B sont positifs, la moyenne arithmétique de A et B, ça peut être fait même si ils ne sont pas positifs. C'est-à-dire que là, je peux mettre que ici c'est A et B, et ici je peux mettre par contre que c'est R plus pour la moyenne géométrique, parce que pour la moyenne géométrique, je vais prendre la racine carrée, alors que là, je ne la prends pas. D'accord? Bon, si A et B appartiennent à R plus, MA est supérieur ou égal à MG. Pourquoi? Parce que A plus B sur 2 est supérieur ou égal à racine de AB. Parce que ça, c'est positif. Et pourquoi c'est positif? Parce que ça fait racine de A moins racine de B au carré. Somme des termes d'une suite géométrique, on se ramène à ça, et ça fait ça. Ça, c'est une formule à connaître. Bon, c'est facile à vérifier, il suffit de vérifier que 1 moins Q fois ça égale ça. Donc 1 moins Q fois ça, ça fait ça, il y a des termes qui sont ronds. Il reste que Q puissance 0, c'est-à-dire 1, moins Q à la puissance n plus 1. Exercice, suite géométrique Q égale UN, on sait que U10 égale 35 douzièmes, U13 égale 63 sur 100, on demande de calculer U3 et la somme de termes entre 3 et 13. Démonstration, U13 c'est U10 multiplié par Q, c'est U0 Q à la puissance 13, U10 c'est U0 Q puissance 10, donc U13 va être égal à U10 multiplié par Q puissance 3. Q puissance 3 est donc égal à U13, c'est-à-dire 63
centième divisé par U10, donc multiplié par 12 35e, ça fait 3 cinquièmes à la puissance 3, donc U égale 3 cinquièmes égale 0,6. Et U3 est égal, alors U3 fois 3 cinquièmes à la puissance 7, alors pourquoi je dis ça? Parce que U10 c'est U3 multiplié par Q à la puissance 7. Donc U3 multiplié, j'ai enfin trouvé Q, est égal à... ça c'est égal à U10 qui fait 35 douzièmes. Et donc U3 va être égal à 35 douzièmes multiplié par 5 tiers à la puissance 7. Voilà. C'est bestial. Hein. La somme de 3 à 13, ben c'est U3 plus U3 fois Q, plus etc. Jusqu'à U3 fois 10, on va voir 13, Q puissance 10, je veux dire. Donc ça fait U3 facteur de 1 plus Q jusqu'à Q puissance 10. Et ça, c'est 1 moins Q puissance 11 sur 1 moins Q parce que Q est différent de 1. Donc ça fait U3. U3, c'est ça. D'accord? Multiplié par 1 moins Q, 3 cinquièmes à la puissance 11 sur 1 moins 3 cinquièmes. Alors en bas, fait 2 cinquièmes, je simplifie, multiplie donc ça par 5 demi, donc ça fait ça. Multiplié par 5 tiers, alors 5 tiers à la puissance 7 fois 1, donc ça fait 5 tiers à la puissance 7, moins 5 tiers puissance 7 fois 3 cinquièmes à la puissance 11, ça fait 3 cinquièmes à la puissance 4. Voilà, c'est bestial. Notion de voisinage sans vouloir faire de topologie. Hein. Là, on ne va pas faire de topologie pour le moment. Si A appartient à R, V de A est égal à ça. En fait, ce sont des voisinages de A. Ça, ce sont des voisinages de plus l'infini, des voisinages de moins l'infini. Alors là-dedans, on pourrait prendre A appartient à R, puis là aussi. Ce ne sont pas les seuls voisinages, il y en a d'autres, mais ceux-là nous suffisent. Quel que soit A appartenant à R bar, VW appartenant à V de A implique que V inter W appartient à V de A. Bon, on examine tous les cas. Si A est réel, eh bien V inter W est égal à ça. Alors ça c'est epsilon. Si A est égal à plus l'infini, bon, on a ça. Et donc on prend ça avec C égale sup. Et là, avec C égale 1 fin. Séparation, si A et B appartiennent à R bar et sont différents, il existe V appartenant à V de A, W appartenant à V de B, tel que V inter W est égal à vide. Bon, facile aussi. Hein. Si A et B appartiennent à R, on prend ça. Ce epsilon là, on est sûr qu'il est positif. Ça marche parce que ce qu'il faut, c'est que A plus epsilon soit inférieur à B moins epsilon. Donc epsilon soit inférieur à B moins A sur 2. Donc là, on assure. Là, A appartient à R, B égale plus l'infini. Bon, là, on prend B supérieur à sub de 0 et A plus 1 si on veut vraiment que ça soit positif. Puis là, on prend ça. A égale moins l'infini, B égale plus l'infini, c'est encore plus simple. Soit une suite de réels. On dit que U a une limite grand L appartenant à R bar, et quel que soit V appartenant à V de L, il existe N appartenant à N, tel que N supérieur ou égal à N implique que UN appartienne à V. Autrement dit, quel que soit un voisinage de la limite, on trouve un rang à partir duquel tous les UN sont dedans. Si la suite U a une limite L appartenant à R bar, cette limite est unique. On la note L égale comme ça. D'accord? Démonstration, s'il y a deux limites, L différente L', ben on sait qu'il y a un voisinage de L, 1 de L', tel que V inter W égale vide. Il existe, avec la limite L, un rang à partir duquel les UN sont dans V, un rang pour L' à partir duquel les UN sont dans W. Donc pour le sub pour N supérieur ou égal au sub de N et N', les UN appartiennent à V inter W, ce qui est faux parce qu'il est vide. Si L appartient à R, limite de UN égale plus l'infini égale N équivaut à quel que soit epsilon positif, il existe N appartenant à N, tel que N supérieur ou égal à N, applique ça. Pourquoi? Parce que le voisinage est de la forme L moins epsilon, L plus epsilon. Donc dire que UN appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, ça équivaut à dire ça. Si L égale plus l'infini, eh bien, dire ça, ça équivaut à dire que quel que soit un positif,
il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique que un appartient à l'intervalle ouvert a plus l'infini. Autrement dit, un supérieur à a. Et si n égale moins l'infini, ben c'est exactement pareil, sauf que là, un doit être inférieur à a. On remarque, partout on peut remplacer inférieur par inférieur ou égal, et inférieur ou égal par inférieur, donc c'est équivalent, parce que si on est inférieur, alors on est inférieur ou égal, et que si on est inférieur ou égal à epsilon sur 2, ben on devient inférieur à epsilon quand epsilon est positif. Et on peut faire le même raisonnement avec A négatif et A positif. Je reviens sur la remarque que j'ai faite à propos de l'équivalence entre les inférieurs strictement et les inférieurs ou égales. Alors je reviens puis je démontre dans certains cas, pas tous parce qu'il y aurait trop de cas à voir. Ça c'est la définition, c'est équivalent à ça, où je vais remplacer ça par ça. C'est équivalent à ça, je vais remplacer ça par ça. Et puis ici, je donne une condition sur grand N, puis là je donne une condition sur epsilon, avec toutes les variantes possibles. Alors epsilon 0 positif. 1 implique 2 est évident, 2 implique 1, quel que soit epsilon, il existe n, tel que n supérieur à n implique ça, donc ça. Alors 3 implique 1, c'est évident, 1 implique 3, bah, il existe ça. Donc si n est supérieur ou égal à n plus 1, bah, valeur absolue de un moins n va être inférieure à epsilon. 4 implique 1 est évident, 1 implique 4, on a ça. Donc si je prends sup de n et p, ben, j'aurai un nombre qui sera là supérieur ou égal à p, et c'est ce que je veux. Et bien à ce moment-là, j'ai ça. 1 implique 5, ben, ça c'est évident, 5 implique 1, ben, je prends mon epsilon, s'il est inférieur à epsilon 0, c'est gagné. S'il n'est pas inférieur à epsilon, ben, je dis qu'il existe n, tel que l'on est ça. D'accord? Parce que lui, il est inférieur à epsilon 0. C'est pour ça que ben, à ce moment-là, j'ai ça. Idem en plus l'infini, mais je remplace mon epsilon 0 positif par A0 positif. Alors j'ai ça qui est équivalent à ça, que ce que j'ai changé, c'est le supérieur. Qui est équivalent à ça, que ce que j'ai changé, c'est ça. Ici, il existe quel que soit appartenant à R au lieu d'être positif. Et ici, je donne une condition sur le A en plus. Donc 2 implique 1 est évident. 1 implique 2, bah, quel que soit A positif, il existe n, tel que n supérieur à A implique un supérieur à n implique un supérieur à A. Donc n supérieur ou égal à n plus 1 implique un supérieur à A. 1 implique 3 est évident. 3 implique A, quel que soit A positif, il existe n, tel que n supérieur à n implique un supérieur ou égal à A plus 1. Et donc un va être supérieur à 4 implique 1 est évident, 1 implique 4, A appartenant à R, eh bien il existe n tel que un supérieur, ouais, parce que là au moins je lui impose d'être positif. Donc ça implique que un est supérieur à A. 1 implique 5 est évident, 5 implique 1, bah, je prends A positif. Si A est supérieur à 0, bah, c'est gagné. S'il est inférieur ou égal, bah, je prends n, tel que n supérieur, il existe n, tel que ça implique ça. D'accord? Parce que là, je suis supérieur à 0, c'est ce que je veux. Mais à ce moment-là, un va être supérieur à A, parce que mon A, il est plus petit que A0. Donc c'est gagné. Et je fais la même chose en moins l'infini. Avec, je le dis, hein, plein d'autres variantes possibles. Suite convergente. On a une suite U, elle est convergente si elle admet une limite réelle. On dit que U converge vers elle. Suite divergente, elle est divergente si elle n'est pas convergente. Exemple, un égale n, parfaitement divergente, parce que c'est évident que n supérieur à A implique un supérieur à A, vu que un est égal à n. Donc la limite est plus l'infini, qui n'appartient pas à R, donc elle est divergente. Pareil pour n2. Quel que soit A supérieur à 1, n supérieur à A implique n2 supérieur à 2 qui est supérieur à A. Donc limite de n2 est égale à plus l'infini. Pareil pour, alors, lui il ne va pas tendre vers plus l'infini, il tend vers rien. Un égale moins 1 puissance n, il ne prend que deux valeurs. Moins 1 et puis 1. Donc on ne risque pas d'être à la fois très près de moins 1 et très près de 1. D'accord? Bon, alors on peut, théoriquement ça donne quoi? Supposons que la limite de U soit égale à L, il existe n, tel que n supérieur ou égal à n, ou n supérieur à n, c'est pas grave.
implique que un moins L est en valeur absolue inférieure à un tiers. Donc, comme elle ne prend que deux valeurs, ça donne moins 1 moins L inférieur à un tiers, alors pour N supérieur à N. Et puis quand elle prend la valeur 1 moins N inférieur à un tiers. Alors si je prends 2, c'est valeur absolue de moins 1 moins 1, je peux dire que c'est ça, et donc ça va être inférieur à ça, qui fait 2 tiers, c'est impossible. Donc, elle n'est pas, on avait supposé qu'elle était convergente, elle ne l'est pas. D'accord ? Donc elle est divergente. Sa limite n'est pas non plus plus l'infini et moins l'infini, parce qu'il n'est pas possible de trouver n tel que n supérieur à n implique que un supérieur à 10, vu que un prend que deux valeurs moins 1. Et c'est pareil, on ne pourra pas avoir un inférieur à moins 10. Donc c'est pas non plus moins l'infini. Donc en fait, elle n'a pas de limite celle-là. Une petite dernière pour la route, celle-là, prend epsilon positif, on sent bien que ça tend vers 0, est-ce qu'on peut avoir ça? Bah oui, parce que ça équivaut à dire que 1 sur n plus 1 est inférieur à epsilon, donc n plus 1 est supérieur à 1 sur epsilon. Donc il suffit de prendre grand N supérieur à 1 sur epsilon. À ce moment-là, si n est supérieur à grand N, eh bien, ça implique que n plus 1 lui aussi va être supérieur à grand N, donc à ça, et on aura ça. Donc un converge vers 0. Tout de suite, les réelles constantes et convergentes. Et ben, c'est évident parce que si je prends un égale lambda, quel que soit epsilon positif et quel que soit n, en fait, un moins lambda, ça fait lambda moins lambda égale 0 inférieur à epsilon, donc la limite est bien égale à lambda. Si la limite... alors, la limite de n est égale à plus l'infini, on l'a déjà démontré, et si p appartient à n, et p est supérieur ou égal à 2, la limite de n puissance p est égale à plus l'infini. Alors, on va prendre p supérieur ou égal à 2, n supérieur à 1, ça implique que n à la puissance p est supérieur à n. Donc quel que soit a supérieur à 1, n supérieur à 1 implique que n puissance p est supérieur à a puissance p qui est supérieur à a, en fait c'est ça que je voulais dire. Donc ça veut dire que la limite de n puissance p est égale à plus l'infini. Tout de suite convergente et bornée. Bah, si limite, ça aussi c'est facile, si limite de u est égale à L appartenant à R, il existe grand N tel que L supérieur à N implique que c'est toujours la même chose, hein, ça. Et il y a un nombre fini d'entiers N supérieur ou inférieur ou égal à moins N. Si je prends E leur ensemble, il va donc être borné puisque c'est un ensemble fini. Donc il existe A et B des réels tels que tous les UN qui sont dans E sont entre A et puis B. Donc, ceux-là, pour n supérieur à n, ils sont entre ça et ça, et les autres, ils sont entre ça et ça. Donc, ça veut dire que quel que soit n appartenant à n, les un sont entre u et v, où u c'est le plus petit de a et de l moins epsilon, et b c'est le plus grand, non, et v c'est le plus grand de b et de l plus epsilon. Donc, on voit que un est borné. Le théorème des gendarmes. 3 suites réelles un, vn, wn, vérifiant pour n supérieur ou égal à n, c'est-à-dire à partir d'un certain rang, un inférieur ou égal à vn, inférieur ou égal à wn. Si L appartient à R et que limite de un égale limite de wn égale L, alors limite de vn est égale à L. Bon, il y a les deux gendarmes et le prisonnier qui ont la même limite. Quel que soit epsilon positif, il existe n1 tel que ça implique ça, et il existe n2 tel que ça implique ça. Ça vient que limite de un égale L, limite de wn est égale à L. Du coup, pour n supérieur ou égal à sub de n à n2, j'ai les deux à la fois, donc je les additionne, d'accord? Et en fait, je vais avoir L moins epsilon inférieur à un, mais non, je les additionne, oui c'est ça, je les additionne pas. un est inférieur ou égal à Vn, et Vn, je sais qu'il est inférieur ou égal à Wn, et là, Wn, il est inférieur à L plus epsilon. Donc ça veut dire que Vn appartient à L moins epsilon, L plus epsilon, donc la limite est égale à L. Si la limite de Un est égale à L et que Vn, et que j'oppose Vn égale Un moins L, alors la limite de Vn est égale à 0. Ça c'est évident, parce que ça c'est Vn. Donc je peux l'écrire Vn moins 0, et c'est bon. Si Un et Vn sont de suites réelles convergentes, que lambda appartient à R, alors ces suites-là
sont convergentes. Et si j'appelle U et V les limites de UN, Vn, limite de UN plus Vn, ben c'est limite de UN plus limite de Vn. Limite de lambda UN, c'est lambda limite de UN. Limite de moins UN, c'est moins limite de UN. Et limite de UN moins Vn, c'est limite de UN moins limite de Vn. Démonstration du petit 1, ben, il existe N1, N2, tel que on est ça, et on est ça. C'est là que je vais additionner. Donc si je prends N supérieur ou égal au supérieur au sub de N1, N2, je vais avoir ça et ça. Et quand j'additionne, ça me fait ça. Donc la limite de UN plus Vn est égale à U plus V. Si lambda égale 0, lambda UN est une suite constante nulle de limite 0, et donc ça c'est vérifié. Si lambda est positif, quel que soit epsilon positif, il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique ça. Et donc en multipliant par lambda positif, je trouve ça. Donc la limite de lambda UN égale lambda U. Si lambda est négatif, quel que soit epsilon positif, alors là, je fais la même chose, mais je divise par moins epsilon qui est positif. D'accord? Et je multiplie ensuite pas par moins epsilon, par moins lambda. Et ensuite, je multiplie par moins lambda qui est positif. Donc ça respecte et ça donne ça. Puis après, ben, je fais passer de côté et j'obtiens facilement ça. Donc limite de lambda UN est égale à lambda U. Si, bon, le petit 3, ben, le petit 3, il n'y a rien à dire. Il suffit de dire que c'est moins 1, que je prends lambda égale moins 1 et j'applique ce que j'ai trouvé avant. Le petit 4, eh ben, je fais UN plus moins Vn. Hein. D'accord? Et moins Vn, je viens de voir que sa limite c'est moins V, donc ça fait ça. Si UN converge de limite L, alors si UN est supérieur ou égal à 0 à partir d'un certain rang, la limite est supérieure ou égale à 0. Même chose si les UN sont positifs à partir d'un certain rang. Si les UN sont inférieurs ou égaux à 0 à partir d'un certain rang, la limite est inférieure ou égale à 0. Et si les UN sont inférieurs à 0 à partir d'un certain rang, la limite est inférieure ou égale à 0. J'insiste sur le fait que ce n'est pas L supérieur à 0 ici, et que là, ce n'est pas L inférieur à 0. On donnera un exemple là, si on y pense. Démonstration du petit 1, si L est inférieur à 0, on pose ça. Et il existe... alors, c'est-à-dire, j'ai fait la supposition que L est inférieur à 0. Donc à ce moment-là, L' égale moins L est supérieur à 0. Il existe N tel que N supérieur ou égal à N implique... non, il existe N1 tel que N supérieur ou égal à N1 implique qu'on est ça. Ça dit que UN tend vers L. Sauf que L plus L' sur 2, c'est L moins L sur 2. D'accord? Et ça fait L sur 2. Et comme L est négatif, c'est négatif. Donc à partir d'un certain rang, les UN seront négatifs. Donc c'est une contradiction avec ce qu'on a supposé. Donc c'est faux. Et donc ça implique que L est supérieur ou égal à 0. Petit 2. UN positif, bah, donc UN est supérieur ou égal à 0. Donc la limite va être supérieure ou égale à 0. Petit 3, bah, je prends la suite Vn égale moins UN. On sait que la limite de Vn est égale à moins L. Et que pour n supérieur ou égal à n, ben, comme UN est négatif, Vn va être positif. Donc sa limite va être supérieure ou égale à 0 et sa limite c'est moins L. Donc L est inférieur ou égal à 0. Petit 4, ben, si UN est négatif, est strictement inférieur à 0, alors il est inférieur ou égal à 0. Donc la propriété précédente s'applique et L est inférieur ou égal à 0. Exemple, si je prends la suite 1 sur n, sa limite est égale à 0. L n'est pas supérieur à 0. Bien que les 1 sur n soient tous supérieurs à 0. U et V, deux suites convergentes de limite UV, si à partir d'un certain rang, UN est inférieur ou égal à Vn, alors U est inférieur ou égal à V. Idem si UN est inférieur à Vn. C'est facile, on pose Wn égale Vn moins Un, on sait qu'elle converge de limite V moins U. Et comme à partir de ce rang-là, Wn est supérieur ou égal à 0, on en déduit que V moins U est supérieur ou égal à 0, donc U inférieur ou égal à V, pareil ici. Suite récurrente, donc on a une fonction f définie sur un intervalle i de r, valeur dans i, 0 appartenant à i, et définie par un plus 1 égale f de un, quel que soit n appartenant à n, à partir du rang n, pardon. Si limite de un est égale à grand L appartient à i, donc la suite est convergente, de limite dans i,
Et si f est continu, alors L égale f de L. Démonstration, la limite de un est égale à L. Donc la limite de un plus 1, on va le voir après, est aussi égale à L, mais c'est évident. F est continu sur I. Comme la limite de un est égale à L, la limite de f de un a une limite qui est égale à f de L. Alors on n'a pas étudié encore la continuité. Et par ailleurs, la limite de un plus 1 est égale à f de un. Donc maintenant, la limite de un plus 1, j'ai dit que c'était L. La limite de f de un, c'est f de L. Bah donc L est égal à f de L. Et pour démontrer étoile, alors ça, je vais démontrer sur un dessin, là j'ai mis un petit peu comment ça se passe pour les suites définies par une relation de récurrence. On part de U0, ça c'est la droite Y égale X, ça c'est la courbe de la fonction. Là j'obtiens U1, je reviens sur la droite, donc je remets U1 ici, j'obtiens U2, je remets U2 ici. Bon, par exemple, là il n'y aurait pas de convergence, visiblement ça va vers plus l'infini. Mais ici, par exemple, je pars de ma fonction qui fait ça, U0, tac, U1, et puis là, en zoomant un peu, il y aura un escalier, et là, il y aura une limite. Et en plus, on verrait bien que cette limite vérifie f de x égale x, parce que ça, c'est la droite y égale x. Et donc ça. Alors, si limite de un est égale à L appartient à R bar, et si P appartient à L, la limite de un plus P quand n tend vers plus l'infini est égale à L. Démonstration évidente, on pose Vn égale un plus P, quel que soit V appartenant à V de L, il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique un appartient à V. N supérieur ou égal à n implique donc n plus P est supérieur ou égal à n plus P, donc à n. Et donc un plus P appartient à V, et donc Vn appartient à V. Donc la limite de Vn est égale à L, donc la limite de un plus P, c'est comme ça qu'on l'écrit, quand n tend vers plus l'infini, est égal à L. Exercice, la suite un définie par son premier terme et cette relation de récurrence, ce qui nous introduit une fonction f de R plus vers R, qui est x, ceci, racine de 3 plus x. Voilà. 0 est positif, supposons un positif, un plus 1 est égal à racine de 3 plus un, donc ça va être supérieur ou égal à racine de 3 positif, donc hérédité. Donc, par le théorème de récurrence, un est toujours positif. Un plus 1 moins un, c'est racine de 3 plus un moins un, en multipliant par racine de 3 plus un qui est positif. On obtient que c'est du signe de ça. Donc, si je prends g de x égale moins x2 plus x plus 3, je vois que ces racines, c'est ça. D'accord? Oui, B et A. Voilà. U0 est égal à 0 inférieur ou égal à A. Supposons UN inférieur ou égal à A. Alors, UN est entre 0 et A. UN plus 1 moins A est égal à ça. Là aussi, en multipliant par racine de 3 plus UN plus A qui sont positifs, j'obtiens que c'est du signe de ça. Et ça, puisque A au carré est égal à A plus 3, d'accord, ça me fait ça. Donc c'est du signe de UN moins A, et comme UN moins A, j'ai supposé qu'il était négatif, ça va être négatif aussi, et donc ça me dit que UN plus 1 est inférieur ou égal à A. Donc c'est vrai à l'ordre N plus 1, par le théorème de récurrence, UN est toujours inférieur ou égal à A. UN plus 1 moins UN, lui on l'a déjà calculé. Il est du signe de moins UN au carré plus 3 plus UN. D'accord? Bon bah là c'est quoi ça? C'est G de UN. Et G de UN, comme UN est entre 0 et A, je vois que c'est positif. Donc c'est positif. Donc UN plus 1 moins UN positif, ça veut dire que UN est croissante. La suite UN est donc croissante, majorée par A, donc convergente de... Alors ça, c'est un théorème qu'on n'a pas encore, le théorème de croissance majorée. On va le faire juste après, enfin un petit peu après. D'accord? Donc là, on admet pour le moment ce théorème. Donc de limite L inférieure ou égale à A. De plus, tous les UN sont inférieurs, donc tous les UN sont supérieurs ou égaux à 0, donc L est positif. UN plus 1 est égal à F de UN et F est continu, donc j'applique le théorème que j'avais vu avant,
puisque UN est convergente, sa limite vérifie ça. Donc elle va être solution de ça, et donc L est égale à A ou B. L est positif et B est négatif, donc L, je me suis trompé, est égal à A. Voilà. Et donc la limite de UN, parce que c'est est égale à 1 plus racine de 13 sur 2. Alors il va être ici le 1 plus racine de 13 sur 2. En fait là je pars de U0 égale 0, d'accord? Puis là je vais avoir U1, d'accord? U2, etc. Et puis je fais des escaliers, on voit bien que ça tend vers ça. Et là j'ai A. Opération avec les limites, donc on va voir addition, multiplication, division. On a deux suites de limites L et L'. On a déjà vu que si L et L' sont réelles, la limite de UN plus U'N c'est L plus L', et la limite de lambda UN égale lambda L. Si L égale plus l'infini et lambda positif, la limite de lambda UN égale plus l'infini. Si lambda est négatif, moins l'infini. Si L et L' sont égaux à plus l'infini, la limite de la somme c'est plus l'infini. Dans le cas moins l'infini, c'est moins l'infini. Si L appartient à R et que L' égale plus ou moins l'infini, la limite de la somme c'est L'. Démonstration. Donc là j'exprime, je suis dans le petit 1, que la limite de UN est égale à plus l'infini. D'accord? Et comme lambda est positif, je multiplie et je vois que la limite de lambda UN égale plus l'infini. Dans le petit 2, eh bien, comme moins lambda est négatif, donc moins lambda est positif, donc la limite de moins lambda UN, d'après ce que je viens de voir, c'est plus l'infini, donc la limite de lambda UN égale moins l'infini. Dans le petit 3, alors tous les deux plus l'infini, donc voilà, c'est immédiat, je laisse vérifier. Plus l'infini, donc je trouve bien plus l'infini. L égale L' égale moins l'infini. C'est petit 4. Eh bien, oui, je sais. Eh bien, dans ce cas-là, la limite de moins UN et de moins UN', enfin U'N, c'est plus infini. Donc on vient de voir que la limite de la somme, c'est plus infini. Et donc, en multipliant par moins 1 qui est négatif, la limite de UN plus U'N égale moins l'infini. Je suis maintenant dans le petit 5. Elle est petit 5, ouais c'est ça. Petit 5. L appartient à R et L' égale plus l'infini. Donc là j'exprime que la limite de U'N c'est plus l'infini. J'exprime que la limite de UN c'est L, et je prends epsilon égale 1. Et puis du coup, pour n supérieur ou égal au sub de n1 et n2, j'ai les deux à la fois. Et donc je fais l'addition et je vois que un plus U'N est supérieur à a plus 1 moins l plus l moins 1, ce qui me fait a. Et donc la limite est égale à plus l'infini. Et maintenant j'aborde le cas L' égale moins l'infini. La limite de moins U'N c'est plus l'infini, la limite de moins UN c'est moins L, la limite de la somme d'après ce que je viens de voir c'est donc plus l'infini, et je multiplie par moins 1, la limite de UN plus U'N est égale à moins l'infini. Multiplication. Et donc là je fais le produit. Alors, si L' appartient à R, eh bien la limite du produit c'est L'. Si L appartient à R et L' égale plus l'infini, la limite égale plus l'infini si L est positif, moins l'infini si L est négatif. Si L appartient à R et que L' est égal à moins l'infini, la limite est égale à moins l'infini si L est positif, plus l'infini si L est négatif. Si L est égal à plus l'infini, eh bien la limite du produit va être plus l'infini si L' égale plus l'infini, moins l'infini si L' égale moins l'infini. Et si L et L' sont égales à moins l'infini, la limite du produit est égale à plus l'infini. Alors là, je n'ai pas la place pour tout démontrer, je commence par 1. Donc j'exprime que, la limite de UN c'est L. Alors je rends en fait UN moins L inférieur à ça. D'accord? Et UN est convergente, donc bornée, donc elle va être inférieure à un certain nombre positif. U'N, alors pourquoi j'ai fait ça, vous allez le voir tout de suite. U'N tend vers L',
Donc j'ai ça. Alors, j'attaque UN U'N moins LL' que je rende aussi petit qu'on veut. Donc ça fait ça. Je sépare en deux, ça fait ça. Donc, j'ai minoré ça par an. L', et puis j'ai le L' qui apparaît. Donc il faudra que je m'en débarrasse et que je fasse apparaître, en gros je voudrais epsilon sur 2 ici, et puis epsilon sur 2 ici, parce que j'ai choisi epsilon. Eh bien ça va marcher dès lors que U'N moins L' c'est inférieur à epsilon sur 2A, d'accord. Et comme lui est inférieur à A, ça va me supprimer les A sans long, et ça sera inférieur à epsilon sur 2. Puis là, UN moins L en valeur absolue, c'est epsilon sur 2. Je me suis débrouillé pour mettre ça à côté pour que ça supprime le L'. Donc, pour n supérieur à N1, N2, je vais avoir ça qui est inférieur à A fois epsilon sur 2A, plus module de L' sur epsilon 2, module de 1 plus L'. Ça, c'est inférieur à 1, donc c'est epsilon sur 2 plus epsilon sur 2. Donc, la limite est bien égale à L'. Le petit 2, c'est un réel et 1 plus l'infini. Donc, on a, comme la suite UN est convergente à les bornées, donc j'ai ça. Si elle est positive, alors j'ai ça, d'accord, parce que L est positif, donc j'ai pu faire ça. Ça exprime que la limite c'est L. Donc ça me rend UN supérieur à L sur 2. Et j'ai la limite ici qui est égale à plus l'infini, donc je vais avoir ça. Et comme ça, je suis sûr qu'en multipliant par UN qui est supérieur à L sur 2, je vais avoir UN qui est supérieur à L sur 2 fois U'N parce que L est positif, qui est supérieur à L sur 2 fois 2A sur L. Et comme ça, j'ai A. Et donc la limite est bien égale à plus l'infini. Si L est négatif, je prends Vn est égal à moins UN. La limite de V donc égale à moins L qui est positif. Donc d'après ce que je viens de voir, la limite de VU' est égale à plus l'infini. Donc la limite de moins VU' est égale à moins l'infini. Donc la limite de UU' est égale à moins l'infini. Suite de la démonstration, il nous reste ces trois cas-là à voir. Dans le premier cas, limite de U'N égale moins l'infini. Donc limite de moins U'N égale plus l'infini. Donc on sait que limite de UN multiplié par moins U'N va être plus l'infini si L est positif, moins l'infini si L est négatif. Et donc la limite de UN U'N va être égale à moins l'infini si L est positif, plus l'infini si L est négatif. 4A, alors le 4, L égale plus l'infini, puis L' égale plus l'infini. Donc L' égale plus l'infini, donc on a ça. Limite de UN égale plus l'infini, donc on a ça. Donc pour n supérieur au 2, on va avoir ça. Donc limite de W est égale à plus l'infini. Si L' est égal à moins l'infini, on a... alors limite de moins U'N va être égale à plus l'infini dans ce cas-là. Donc cette limite va être égale à plus l'infini. Donc ça aussi. Et donc quand on passe à l'opposé, ça nous fait moins l'infini. Limite de moins UN et limite de moins U'N est égale à plus l'infini. Donc la limite du produit des deux va faire plus l'infini, moins par moins donne plus, ça nous donne bien que limite de UN U'N égale plus l'infini. Limite de l'inverse, on a une suite UN qui converge vers L différente de 0. Nous verrons que 1 sur U est toujours défini pour N appartient à un certain rang. Si L appartient à R étoile, la limite de 1 sur U est égale à 1 sur L. Si L est égale à plus l'infini, la limite de 1 sur U est égale à 0 plus. Si L est égale à moins l'infini, elle est égale à 0 moins. Ça veut dire quoi 0 plus, 0 moins? Si limite de UN égale L, on écrit limite de UN égale L plus si, de plus, il existe un rang à partir duquel tous les UN sont supérieurs à L. On écrit limite de UN égale L moins si en plus, à partir d'un certain rang, tous les UN sont inférieurs à L. Petit 1, donc on a ça. Il existe M0 tel que l'on a ça. J'applique une égalité triangulaire comme ça pour démontrer que valeur absolue de n supérieure ou égale à module de, enfin valeur absolue de L sur 2. Donc UN est différent de 0. Donc 1 sur n est bien défini pour n supérieur ou égal à n0. La limite de UN est égale à L. Donc il existe un rang à partir duquel j'ai ça. Alors je vais prendre ça pourquoi? Parce que je vais diviser par UNL. Et UN, je sais qu'il est plus grand que L sur 2.
Donc ça va être plus petit que ce truc-là, multiplié par l'inverse de L sur 2, multiplié évidemment par 1 sur valeur absolue de L, qui fait epsilon. D'accord? Donc j'ai ça, parce que ça fait exactement ça, inférieur à epsilon, et donc ça fait limite de 1 sur U égale 1 sur L. Limite de UN est égale à plus l'infini. Donc j'ai ça, donc 1 sur UN est défini à partir du rang N0. Epsilon positif, comme la limite est égale à plus l'infini, j'ai ça. D'accord? Donc pour n supérieur à N0 et N1, je vais avoir 1 sur N positif. Hein, d'accord? Oui, parce que positif. Et 0 inférieur à 1 sur UN inférieur à epsilon. Donc j'ai limite de 1 sur U est égale à 0 plus. La limite de UN égale moins l'infini. Donc il existe N0 tel que l'on a ça. Donc 1 sur N est défini pour ça. Et il est négatif. Epsilon positif, il existe N1 tel que l'on a ça. Donc pour n supérieur au sub des 2, je vais avoir 1 sur UN négatif. Et, alors là, il faut faire attention à ce qu'on fait. Epsilon, je le fais passer par là, mais je divise par UN qui est négatif. Et donc j'obtiens ça. Voilà. Et donc, après, quand je passe à l'opposé, j'obtiens ça. Voilà. Donc limite de 1 sur U est égale à 0,1. Remarque, si L appartient à R et que limite de UN est égale à L+, alors limite de moins UN est égale à moins L moins. D'accord? Démonstration, c'est déjà que limite de moins UN est égale à moins L. De plus, il existe un rang à partir duquel UN va être supérieur à L. Donc, pour n supérieur ou égal à N0, moins UN est inférieur à moins L. Donc, la limite de moins UN va être égale à moins L moins. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si la limite de UN est égale à L moins? Ben évidemment, la limite de moins UN va être égale à moins L plus. Je l'écrirai quand même juste après. Donc, suite de la remarque, dans ce cas-là, on a ça. Démonstration, on sait que ça, et pour un certain rang, on a ça, donc moins UN supérieur à moins L. Donc on a bien la limite de moins UN qui est égale à moins L plus. Pour l'inverse, il nous reste ça à démontrer. La limite est égale à 0 plus, donc à partir d'un certain rang, les UN sont positifs, donc 1 sur UN est défini. Limite de UN égale 0, donc quel que soit A positif, il existe un rang à partir duquel on a ça. Et si je prends n supérieur ou égal à n0 et n1, ben je vais avoir à la fois ça et ça, donc limite de 1 sur U égale plus l'infini. Limite de UN égale 0 moins, donc limite de moins UN égale 0 plus. Donc limite de 1 sur moins UN plus l'infini. Donc limite de moins 1 sur N est égale à plus infini, donc on a ça. J'ai résumé tout ce qu'on a démontré dans 4 tableaux, addition, inverse, multiplication, et puis multiplication par un réel. J'espère ne rien avoir oublié. Voilà. Exemple, alors on sait que limite de n puissance p pour p appartenant à n étoile quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini, on l'a démontré. Donc la limite de l'inverse c'est 0 plus. Si j'ai comme ça un polynôme, je mets le terme de plus degré en facteur. Ces deux-là tendent vers 0, lui vers plus l'infini, la parenthèse vers 1. Et donc le résultat c'est plus l'infini. UN égale sinus n sur n. J'utilise cet encadrement, je divise par n qui est positif. Limite de 1 sur n et de moins 1 sur n est égale à 0, théorème de Gendarme. Limite de sinus n sur n est égale à 0. Alors évidemment, on pourrait donner des exemples bien plus compliqués, mais